Donc dématérialisation comme réponse à une demande croissante d'information, comme réponse à la nécessité, comme tu l'as dit, pour les opérateurs de différencier leurs produits, mais aussi source d'interrogation, notamment en termes de fiabilité des informations. Et ça, c'est un sujet qui a fait l'objet de discussions tout à fait approfondies, la question de la fiabilité, en 2011 au sein du Conseil national de la consommation, qui s'était penché sur cette question un peu en amont de toutes les réflexions qu'on a pu avoir, nous, professionnels, au sein de GS1. Donc je vous propose tout de suite d'accueillir Claude Duchemin, qui est chef du bureau de la qualité et de la valorisation des denrées alimentaires à la DGCCRF et qui a présidé ces travaux en 2011 pour nous présenter le contenu de ces discussions et surtout les conclusions auxquelles nous avions abouti à l'époque. Monsieur Duchemin. Merci Camille de cette présentation. On va voir qu'il y a des choses cool dans la dématérialisation, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas du tout cool. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui les travaux du Conseil national de la consommation, qui ont commencé effectivement en 2011 et qui se sont achevés en 2013. Alors, le titre n'est pas anodin, ce sont des travaux sur la dématérialisation au service de l'information du consommateur. Ce n'est pas un groupe de travail uniquement sur la dématérialisation des informations, c'est vraiment, on a essayé de voir comment la dématérialisation pouvait se mettre au service de l'information du consommateur. Alors, la DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, est une direction du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique. Voilà une chose relativement nouvelle pour ce ministère traditionnellement appelé ministère des Finances, dont le périmètre varie assez souvent, mais enfin, on a incorporé le mot numérique dorénavant dans l'intitulé de ce ministère, qui est situé à quelques mètres d'ici d'ailleurs. Un sujet novateur devant le CNC. D'abord, qu'est-ce que le CNC? Qu'est-ce que le Conseil national de la consommation? On a tendance à dire que c'est le Parlement de la consommation, dans la mesure où c'est l'instance de concertation entre les professionnels et les associations de consommateurs, sous le regard bienveillant, l'égide des pouvoirs publics, en l'occurrence la DGCCRF. Il se réunit en séance plénière, environ une fois par an. Il s'est réuni il y a 2 jours, sous la présidence de Mme Delga, qui est la secrétaire d'État chargée de la consommation auprès d'Emmanuel Macron. Et son travail consiste à rédiger des rapports, des avis ou d'autres documents à l'issue donc de ces travaux de consultation. Je vous parlerai au fil du temps de quelques-uns de ces avis. Donc voilà un groupe de travail qui s'est mis en place autour de 2012 principalement, qui devait explorer ce thème de la dématérialisation. Alors ce n'était pas la première fois que le CNC avait abordé la question de la dématérialisation. Il l'avait fait dans des avis précédents sur la protection des données personnelles, sur la certification de produits et de services, en prévoyant que les informations relatives au cahier des charges de ces certifications pouvaient ou devaient même être faites sur des moyens modernes, disait-on à l'époque, en l'occurrence Internet principalement. Et puis également dans le cadre de travaux sur les allégations environnementales. Le CNC a souhaité en effet encadrer ces allégations environnementales pour qu'il n'y ait pas de publicité trompeuse, en fixant des règles, notamment sur la dématérialisation des informations qui soient complémentaires à ce qu'on trouve sur l'étiquetage. Par exemple, si une allégation durable ou responsable, de quoi s'agit-il? Eh bien, le consommateur peut se rapporter à une adresse Internet qui figure sur les produits. Alors, le groupe de travail a procédé à des auditions
L'une des caractéristiques de ces auditions, c'était d'associer des personnes aveugles, malvoyantes ou allergiques, parce qu'on vient de voir un joli film sur l'accès des consommateurs aux données dématérialisées dans les rayons, mais il faut savoir que beaucoup de gens n'ont encore pas accès à Internet, qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas y avoir accès pour des raisons financières, ou plus prosaïquement parce qu'ils ne savent pas s'en servir, ou ils sont handicapés, généralement aveugles ou malvoyants. Donc c'était une caractéristique de ce groupe de travail. Et le CNC a procédé à l'audition d'organisations non gouvernementales comme la Commission des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, la CFPSAA, l'Association des intolérants au gluten, l'AFDIAG, l'Association française pour la prévention des allergies, l'AFPRAL, des entreprises privées comme Clear Karma, GS1 France, Shopwise, Prixing France, Eticity, Google France, Mille Merci, Greenext, des associations de professionnels comme l'Association française du multimédia mobile, ainsi que l'Institut de liaison et d'études des industries de consommation, l'ILEC. Et puis, bien entendu, des organismes d'État comme le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, le CREDOC, le Conseil national de l'alimentation, l'Institut national de la consommation, bien entendu, de nombreuses associations de consommateurs et de nombreux professionnels, dont l'ANIA, et puis le Centre de surveillance du commerce électronique du Service national d'enquête de la DGCCRF. Ce sont nos cyber-enquêteurs. Alors, conformément au mandat donné au CNC, les réflexions ont porté sur 3 points principaux. D'abord, les conséquences pour les consommateurs et les entreprises de la dématérialisation de l'info dans des domaines comme les mentions sur les denrées alimentaires ou l'affichage environnemental des produits de grande consommation. Le thème de l'accès à l'information dématérialisée, notamment pour les consommateurs les plus vulnérables, les personnes âgées, les handicapés, les aveugles et malvoyants. Enfin, les moyens de contrôle, de surveillance et de preuve pour éviter les abus et garantir la fiabilité de l'information dématérialisée. Outre le rapport et l'avis du CNC, la DGCCRF a préparé un état des lieux de la réglementation encadrant l'information du consommateur, qui a permis d'identifier les informations qui peuvent figurer sur le support dématérialisé, mais aussi les informations que l'on ne peut pas communiquer uniquement par voie dématérialisée, ce qui est un point essentiel. Simplement une précision, cet état des lieux n'a pas un caractère totalement exhaustif, ce serait très difficile à faire, mais il est relativement complet à mon sens, et il concerne pas seulement les denrées alimentaires, mais également toute la réglementation de l'affichage des prix, des informations obligatoires relatives aux services, et ainsi de suite, et même les produits industriels. Le Code de la consommation, aujourd'hui, définit dans son article R112.9 et suivant les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les emballages des denrées alimentaires. Le règlement INCO, dont on vient de parler, précise au point 2 et 3 de son article 12 les mentions qui seront obligatoires sur l'emballage ou sur l'étiquette des denrées alimentaires le mois prochain. Pour les denrées alimentaires préemballées, les informations obligatoires figurent directement sur l'emballage ou sur une étiquette attachée à celui-ci. Donc, pas de dématérialisation possible, du moins dans le point 2 de l'article 12. Au point 3, en revanche, et là chaque mot compte, même si ce n'est pas du Chateaubriand, il faut voir que les instances communautaires et les États membres ont tout de même permis une ouverture pour la dématérialisation dans l'avenir, afin de veiller à ce que les consommateurs puissent disposer des informations obligatoires sur les denrées alimentaires par d'autres moyens, mieux adaptés pour certaines mentions obligatoires, et pour autant que le même niveau d'information soit ainsi assuré qu'au moyen de l'emballage ou de l'étiquette, la Commission européenne, sur la base d'éléments témoignant d'une compréhension uniforme et d'un large usage de ces moyens par les consommateurs, peut fixer, par voie d'actes délégués, les critères selon lesquels certaines mentions obligatoires peuvent être exprimées par un moyen autre que leur indication sur l'emballage ou l'étiquette.
Le CNC encourage toutes les voies de dématérialisation parallèles, en plus de l'étiquetage, afin que le consommateur puisse disposer d'une alternative à l'information présente sur le produit. Il recommande aux opérateurs et à leurs organisations nationales et européennes de promouvoir des règles permettant de faciliter la localisation par les consommateurs, notamment les aveugles et les malvoyants, des codes-barres et des flashcodes sur les produits. Enfin, le CNC invite la DGCCRF à renforcer sa surveillance des sites et des applications téléchargeables sur les mobiles qui aident le consommateur à choisir des produits ou des services sur la base d'informations dématérialisées. Je vais y revenir. En fait, on trouve dans le rapport dans l'avis du CNC 8 recommandations. Alors la première, je passe assez vite, j'en ai parlé. Le CNC se félicite de l'état des lieux de la réglementation établie à l'occasion des travaux du groupe. Et en rappelant qu'il n'est pas exhaustif, juge que ce document mériterait d'être mis à jour périodiquement. Il est publié, je vous en donnerai le lien si vous le souhaitez, sur le site du CNC. La deuxième recommandation est liée à ce que je viens d'expliquer au sujet du règlement INCO et de son article 12. Lorsque le sujet de la dématérialisation de certaines informations obligatoires sera examiné au niveau européen en application de l'article 12, une consultation du CNC devra être mise en place afin que les parties prenantes puissent contribuer à la position française en la matière. Troisième recommandation, tout en étant conscient de la complexité de la mise en œuvre du dispositif, le CNC encourage toutes les voies de dématérialisation parallèles en supplément de l'étiquetage afin que le consommateur puisse disposer d'une alternative à l'information imprimée. Donc ça a évidemment de l'importance pour les aveugles ou malvoyants, puisqu'il existe des dispositifs d'information auditive, par exemple. Recommandation numéro 4, le CNC recommande aux opérateurs et à leurs organisations professionnelles nationales et européennes de promouvoir des conventions afin que les codes-barres 1D et 2D figurent en règle générale sur la même face ou sur le même côté des emballages en fonction de la forme de ceux-ci, afin de faciliter leur localisation par tous, notamment les personnes aveugles et malvoyantes, et de leur permettre de prendre connaissance des informations relatives aux produits. En effet, on nous a exposé au CNC que pour les aveugles et malvoyants, il était assez pertinent de retrouver toujours, si on a un emballage rectangulaire ou carré, sur la même face, ou si c'est une boîte ronde par exemple, les informations, puisque on pourrait ainsi plus facilement et plus rapidement scanner ces informations et les transférer sur un système de voie de synthèse par exemple. La normalisation constitue une voie explorée, effectivement. Je vais reparler de normalisation tout à l'heure pour une autre recommandation, mais pourquoi pas une norme AFNOR sur ce sujet. Recommandation 5. Le CNC rappelle que les entreprises sont responsables des informations relatives aux produits et services qu'elles proposent aux consommateurs et qu'elles publient notamment sur Internet. C'est un principe général tout à fait important, bien entendu. La responsabilité, la source aussi de l'information. Les recommandations ou avis émis par des consommateurs ou des sites spécialisés sur des produits ou des services sont l'expression de simples opinions qui n'engagent que leurs auteurs. Le CNC recommande donc aux consommateurs de vérifier leurs informations auprès des responsables de la mise sur le marché, qu'il s'agisse des fabricants, des importateurs ou des prestataires de services. Recommandation 5, suite. À cet égard, une comparaison et une classification des labels de qualité ou des ingrédients réputés dangereux ne saurait prévaloir sur la responsabilité des institutions publiques dans ce domaine. On s'est rendu compte, en effet, au cours des travaux du CNC, que certaines entreprises avaient tendance à hiérarchiser les labels, les signes de qualité ou les denrées considérées comme pouvant être dangereuses, les allergènes et ainsi de suite.
Recommandation 6. Le CNC invite la DGCCRF à renforcer sa surveillance des sites et des applications téléchargeables sur les téléphones portables qui se proposent d'aider les consommateurs à choisir des produits ou des services sur la base d'informations dématérialisées comme le prix, la qualité, l'origine, la composition, les allergènes, etc. Alors, on ne parle pas de comparateur de prix parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore énormément développé. Ça s'est développé ces derniers temps. Alors, sur cette recommandation 6, je vais m'y arrêter parce que, comme on le voit, cela implique une surveillance accrue par les cyber-enquêteurs de la DGCCRF de tous ces sites Internet et de toute l'information dématérialisée qu'on trouve sur Internet. Le contrôle exhaustif de l'ensemble des pages web est impossible, bien entendu, compte tenu de leur nombre, mais on peut faire des contrôles ciblés au cours d'enquêtes particulières. On distingue à cet égard l'économie numérique et les sites marchands proprement dites et les sites d'information. Un site marchand mérite une attention plus grande qu'un site d'information proprement dit, même si on peut trouver de la publicité trompeuse sur des sites généraux d'information. Donc les cyber-enquêteurs veillent sur tout le trafic via Internet, quel que soit le support, les catalogues dont on a parlé par exemple. Et cette veille peut être généraliste sur les forums, par exemple, pour intervenir en amont et anticiper les litiges avant qu'une vague de plaintes parvienne au service de la DGCCRF, ou bien prendre la forme de contrôles ciblés, je le disais, pour sanctionner des comportements déviants. L'enquêteur doit toujours constater par lui-même le contenu litigieux lorsqu'un consommateur émet une plainte. Et puis, il existe des contraintes nouvelles intrinsèques à l'outil dématérialisé. Les serveurs des réseaux sociaux sont souvent situés à l'étranger, par exemple Facebook en Virginie, d'où la difficulté d'obtenir des informations. La multiplication des sites étrangers, dits sites miroirs, qui sont rédigés dans un français parfait, mais dont l'adresse finit pourtant par un .fr, mais qui ne livre jamais le produit commandé. Des méthodes donc de plus en plus sophistiquées, avec une multiplication exponentielle des sources, plus de 1000 milliards de pages web, 273 millions de sites dans le monde en 2011, pour seulement 9591 contrôles de la DGCCRF. Les anomalies constatées sont le plus souvent l'absence d'informations de base permettant d'identifier l'opérateur, comme le numéro de téléphone non surtaxé, des infractions aux arrêtés applicables en matière d'affichage des prix, le non-respect des obligations concernant les offres promotionnelles ou bien les soldes, les clauses abusives, l'affichage nutritionnel, etc. Le service d'enquête de la DGCCRF peut informer les opérateurs techniques de l'identité des sites illicites qu'il a repérés et leur rappeler que leur responsabilité peut être engagée sur la base des dispositions de la loi pour la confiance dans l'économie numérique et pour les cas d'adresses fictives, informer l'Association française pour le nommage Internet en coopération, l'AFNIC, entité qui gère les noms de domaine français et qui peut faire disparaître les noms litigieux. Les sites ciblés sont surtout les nouveaux sites, afin de prévenir par le dialogue tout comportement déviant, voire frauduleux. Viennent ensuite les sites qui font l'objet de plaintes et qui apparaissent en France alors que des problèmes ont été constatés sur le même type de site à l'étranger. Les plaintes qui concernent les achats sur Internet sont surtout liées à la non-livraison de produits, en particulier quand ils proviennent d'un pays où la localisation du site est problématique, lorsqu'il ne s'agit pas d'une adresse fictive. Ensuite, ces plaintes sont liées au droit de rétractation, bien souvent, prévu mais pas mis en œuvre, ou encore les indications qui concernent ce droit de rétractation sont imprécises, difficiles à trouver, voire inexistantes. En l'état actuel du droit, la DGCCRF ne peut pas faire fermer un site, mais elle doit en informer le juge, le procureur,
des infractions, ainsi pour permettre, dans un délai plus ou moins long, on pourra obtenir la fermeture d'un site s'il est localisé en Europe. Alors, parallèlement aux actions de la DGCCRF et à l'action de veille qui est exercée, certains réseaux sociaux interviennent aussi pour signaler des comportements contraires à l'éthique. Enfin, s'agissant de coopération internationale, les services des différents pays européens coopèrent sur la base du règlement relatif à la coopération entre autorités nationales en matière de protection des consommateurs. On peut aussi signaler pour les denrées alimentaires les possibilités de coopération en matière d'enquête prévues par le règlement 882/2004 sur les contrôles officiels des denrées alimentaires. Dernière recommandation, ainsi que le CNC en a émis le souhait dans son second avis sur la clarification des allégations environnementales de 2010, une consultation spécifique du CNC devra être organisée en 2013 à l'occasion du bilan de l'expérience relative à l'affichage environnemental. Des recommandations seront formulées à cette occasion, notamment sur l'étiquetage et l'information dématérialisée. Alors, en réalité, il y a bien eu un avis du CNC le 9 juillet 2013, mais l'expérience de l'affichage environnemental n'était pas mûre à cette époque. Et donc, il n'y a pas eu de recommandation proprement dite sur l'information dématérialisée, parce que, explique le CNC, un affichage sur les caractéristiques environnementales des produits n'a de sens que s'il permet une comparaison entre ceux-ci par le consommateur. Et donc, la diversité des formats d'affichage qui ont été proposés, notamment par des entreprises qui étaient volontaires, mais aussi par l'AFNOR et l'ADEME, qui ont fait un travail assez considérable, n'a pas permis toutefois de remplir cet objectif de comparabilité. Donc, le CNC estime que le consommateur est en attente d'informations environnementales sur les produits, mais qu'un dispositif aussi complexe qu'un affichage multicritère fondé sur la méthode de l'analyse du cycle de vie des produits est proposé au public s'il y a lieu de s'interroger sur la lisibilité avant tout et de l'accessibilité de telles informations pour l'ensemble des consommateurs. Voilà pour l'affichage environnemental qui avait beaucoup occupé le CNC dans la suite des lois sur le Grenelle de l'environnement. Voilà, vous trouverez le rapport et l'avis du CNC sur ce lien Internet. Et puis, depuis cet avis du CNC, la DGCCRF a lancé une enquête renouvelée plusieurs années de suite sur les faux avis des consommateurs sur Internet. En 2013, qui est le dernier résultat connu de cette enquête, le taux d'anomalie constaté par les enquêteurs est en augmentation. Il avoisine les 45%, ce qui est énorme, tout secteur confondu, pour l'année 2013. Donc les faux avis sur Internet sont lourdement punis. Jusqu'à 300 000 € d'amende et 2 ans de prison. Pour une entreprise, l'amende peut atteindre 10% du chiffre d'affaires. Cette troisième année d'enquête a montré que les principaux types d'infractions déjà rencontrées les années précédentes sont toujours d'actualité et a permis de mettre en évidence l'existence de pratiques non encore constatées les années précédentes, notamment des allégations trompeuses de conformité à la norme sur les avis en ligne. En effet, il existe une norme AFNOR, la norme NFZ 74501 de 2013, à l'élaboration de laquelle la DGCCRF a participé, norme volontaire comme toutes les normes en matière de traitement, de collecte et de publication des avis des consommateurs, qui prévoit l'affichage des règles concernant le traitement des avis, que les commentaires doivent correspondre à des expériences de consommation et à des auteurs contactables, et que les avis ne peuvent pas être modifiés par le site lui-même. Malgré tout, moins de 10 sites sont actuellement certifiés seulement. Alors l'enjeu, évidemment, est d'exporter ces travaux français qui constituent une première mondiale, notamment dans le cadre de l'ISO, mais ce sera évidemment très difficile vu le poids des États-Unis dans cette problématique. Alors suite à la publication de la norme, les gestionnaires de sites se sont autodéclarés conformes à cette norme. Et donc, la DGCCRF a essayé de vérifier que ces allégations étaient exactes. Le site d'un gestionnaire d'avis, d'ailleurs, s'est révélé non conforme, donnant lieu à des suites contentieuses pour pratiques commerciales trompeuses.
Alors, autre pratique, pas très cool, la modération biaisée des avis. Il s'agit du fait pour un gestionnaire de supprimer tout ou partie des avis des consommateurs à tendance négative, au profit des avis plus positifs, évidemment. Pratique qui semble très fortement répandue et dont la démonstration est complexe, car la modération comporte une part de subjectivité. Il est nécessaire, dans ce cas, d'analyser des quantités importantes d'avis pour pouvoir tirer des conclusions. Dans quelques cas, la modération est systématiquement biaisée, c'est-à-dire que seuls les avis clairement positifs sont conservés. Une autre pratique, c'est le traitement différencié des avis. Des gestionnaires traitent les avis avec des délais différents selon qu'ils sont positifs ou négatifs, publication rapide évidemment s'étendant des premiers et publication différée des seconds. Cette pratique aboutit à une présentation trompeuse puisqu'elle fait apparaître une majorité d'avis positifs parmi les avis récents. Certains gestionnaires, se positionnant comme intermédiaires entre les marchands et les consommateurs, ont tendance à considérer chaque avis négatif comme un litige entre le consommateur et le marchand, d'où le fait de prévoir un dispositif de médiation qui, lorsqu'elle aboutit, conduit à la non-publication de l'avis négatif. Dans cette situation, l'internaute qui consulte les avis relatifs à ce marchand est trompé puisqu'il ignore qu'une part des transactions a donné lieu à des transactions. Autre pratique, la rédaction de faux avis par le professionnel ou son entourage. Là, c'est le gestionnaire d'un site internet ou un professionnel qui n'a pas forcément un site, qui crée lui-même du contenu présenté comme des avis de consommateurs afin de promouvoir ses produits ou ses services. Alors évidemment, c'est trompeur puisqu'il s'agit d'une publicité déguisée, le professionnel prétendant proposer aux visiteurs de son site des avis de consommateurs, alors que tout ou partie de ce contenu est fictif. Le consommateur est trompé à plusieurs niveaux sur la réalité de l'audience du site, sur l'importance de la prise de parole spontanée des internautes, sur la popularité du produit ou du service évalué et sur le niveau réel de satisfaction ressenti par les consommateurs qui l'ont effectivement utilisé. Ces pratiques qui peuvent s'exercer sur le site du professionnel ou sur le site d'un tiers permettant la prise de parole ne sont pas nouvelles et ont déjà été constatées et sanctionnées les années précédentes. Vous trouverez sur ce lien Internet toutes les informations que je viens de résumer. Voilà. Alors, en conclusion, un mot sur les comparateurs de prix, parce que c'est un peu d'actualité, on en a parlé tout à l'heure. Je voudrais vous signaler que la loi du 17 mars 2014, loi relative à la consommation, loi Hamon, a introduit un nouvel article dans le Code de la consommation, l'article L111.5, issu de l'article 147 de cette loi, qui fixe le principe d'une information loyale, claire et transparente en ce qui concerne la fourniture d'informations en ligne portant sur la comparaison des prix et des caractéristiques des biens et des services proposés par des professionnels et renvoie à un décret le soin d'en fixer les modalités et le contenu. Ce décret sera pris après avis du Conseil national de la consommation, que le gouvernement a souhaité consulter à cette occasion pour recueillir ses recommandations pour l'élaboration de ce texte qu'on espère prochainement. Une dernière information, nous envisageons en 2015 de publier dans notre revue Concurrence et Consommation, qui est maintenant dématérialisée, elle aussi, un article important sur les pouvoirs d'enquête de la DGCCRF, le e-commerce, les faux avis, les comparateurs de prix, etc. Voilà, merci de votre attention et de votre patience. Éventuellement, s'il y a une question ou deux, tout de suite ou cet après-midi. Monsieur, oui. Gilles Pacouilec. Oui, ma question portait sur est-ce que vous participez aux travaux qui sont menés au niveau européen par la DG Sanco de mémoire sur la multi-stakeholder comparison tool, c'est-à-dire la plateforme d'échange entre les parties prenantes sur ces problématiques et enquêtes? Oui, la DGCRF y participe, mais pas moi personnellement, donc je ne peux pas vous donner d'indications
précise là-dessus. Moi, je m'occupe de la qualité des denrées alimentaires principalement, et donc c'est un collègue qui s'occupe de cela. Voilà. Bon. Oui, Catherine Esnofinara. Est-ce que de l'analyse que vous avez faite jusqu'à présent de ces différents sites, vous avez le sentiment qu'on risque d'avoir davantage d'informations trompeuses, de litiges et de plaintes qu'on en avait traditionnellement sur des publicités trompeuses ou sur des étiquettes non conformes à la réglementation? On a à la DGCCRF ce qu'on appelle un baromètre des plaintes qui recense toutes les plaintes selon leur origine, leur sujet, etc. À l'époque de l'avis du CNC, on avait constaté qu'il y avait relativement peu de plaintes, on parle des denrées alimentaires aujourd'hui, pour des questions portant justement sur des sites internet. Donc c'était plus des plaintes classiques. Mais sans doute depuis ces 2 ans, pratiquement, le nombre de plaintes a augmenté qui portent sur des informations trompeuses sur Internet, bien entendu. Mais c'est pour nous, évidemment, la source principale de nos vérifications et enquêtes. Autrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, vu les milliards de données qu'il y a sur Internet, il est impossible de retrouver, de faire des recherches très ciblées. Merci, Monsieur Duchemin, pour cet éclairage sur le positionnement de la DGCCRF et les travaux du CNC. Donc, comme on a pu le voir, là, encore une fois, la question de l'accès à l'information et de la fiabilité des informations est tout à fait fondamentale. La DGCCRF, comme on a pu le voir, s'organise pour vérifier les informations, les avis, les publicités qui sont mises en ligne. Et parallèlement, évidemment, les professionnels doivent aussi s'organiser pour assurer la fiabilité de ces informations. Donc, ce matin, nous allons pouvoir entrevoir quatre témoignages autour de ce positionnement, de la manière dont les professionnels s'organisent. Et d'abord, je vous propose d'écouter Xavier Barras, qui est directeur de l'innovation chez GS1, pour avoir un aperçu des travaux menés ces 2 dernières années au sein de GS1 sur la question de la dématérialisation, sur le pourquoi de ces travaux. Évidemment, la réponse, c'est le règlement INCO, c'est la réglementation. Et nous allons voir donc comment GS1 a pu accompagner les professionnels sur cette problématique de fiabilisation et de transmission des informations.